par hasard. À la tribune, on défend la mixité depuis déjà une bonne dizaine d'années. À l'époque, c'était pas très en vue, enfin c'était pas du tout une priorité. Mais en tous les cas, depuis plus de 10 ans, on essaye de mettre des femmes à la une de notre journal, d'en interviewer encore plus, puisqu'il est extrêmement important de rendre les femmes visibles. Et tant qu'on ne verra pas plus de femmes dans nos économies, on ne pourra pas avoir de rôle modèle, on ne pourra pas donner l'envie et susciter l'envie d'oser à toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre. Et j'ai pour habitude de citer un chiffre qui exprime beaucoup de choses. C'est que selon un certain nombre d'études, aujourd'hui, s'il y avait la parité en France, alors écoutez-moi bien, ça serait 200 milliards d'euros supplémentaires dans le produit intérieur brut de la France. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je suis ravie de vous avoir tous ici, toutes plutôt, hein, et tous, parce qu'il y a toujours quelques hommes, et ça me fait toujours plaisir. Et le jour où on sera vraiment à mixité, je crois qu'on aura réussi notre mission. Alors pour démarrer, nous avons avec nous Virginie Normand. Virginie Normand qui va vous expliquer pourquoi elle est là, à la place de Christine Fabresse, parce que nous avons deux bonnes nouvelles en une, que vous allez nous expliquer avant de nous faire part du rôle de la Caisse d'épargne dans l'accompagnement des femmes qui ont un projet. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que c'est toujours un grand plaisir pour nous, la Caisse d'épargne, de vous accueillir et de voir qu'il y a autant de femmes présentes. C'est important effectivement parce qu'on partage cette volonté de promouvoir l'audace que vous allez exprimer ou que vous exprimerez dans les jours prochains, j'en suis certaine. Le deuxième message, c'est que, effectivement, logiquement, vous êtes en droit d'attendre Christine Fabresse assise à cette place et que Christine n'a pas pu être présente parmi nous parce qu'elle est sur Paris et certains l'ont peut-être entendu. Mais elle est appelée à rejoindre le directoire du groupe des PCE en charge du développement et des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc c'est une très belle promotion. On est très fiers aujourd'hui que notre présidente ait été amenée à rejoindre le numéro 1 du groupe pour être à ses côtés et pour pouvoir promouvoir les deux marques, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, bien évidemment, elle n'est pas là. Elle le regrette, elle m'a déjà appelé 3 fois ce matin pour vous dire surtout tu me les boostes, ces femmes, elles ont besoin de nous, etc. Je compte sur toi. Alors le troisième message, c'est que ça me concerne un tout petit peu. Je ne vais pas faire long sur mon parcours parce que, bon, il est intéressant, mais je vais juste relever l'aspect anecdotique. Il se trouve que vous savez que les caisses d'épargne, dans leur mode de fonctionnement, la gouvernance est un directoire. Un directoire, c'est un président et 3 à 4 mandataires. Et qu'au niveau de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, il y a 4 mandataires. Et lorsque l'un des mandataires a fait valoir ses droits à retraite, Jean-François, Christine et l'ensemble du directoire a pris le parti de recruter un mandataire femme. Et donc, ça a été le point vraiment d'accroche sur lequel on veut des candidats, mais on ne veut que des candidates. Donc, il y a eu plusieurs candidates et j'ai eu la chance d'être retenue. Et ce qui est très important, c'est que du coup, nous avons essayé de féminiser notre directoire, parce qu'avec la présidente, sur les 5 membres du directoire, nous sommes désormais 2 femmes. Alors, difficile de faire la parité, à moins qu'on considère qu'il y en ait un qui fait 1,5 ou je ne sais quoi. Mais déjà 2 femmes. Donc, c'est plutôt un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Et c'est d'autant plus un grand honneur que dans la population qui est la nôtre, nous ne sommes que 2 sur 15 caisses d'épargne de femmes, donc c'est un peu compliqué de faire notre place, mais pour autant on y arrive, et croyez bien que pour ceux qui me connaissent bien, en règle générale, je parle beaucoup et je parle longtemps. Voilà. Donc c'est un message pour dire que en réalité, il faut, comment dirais-je, vous allez voir, hein, c'est un de mes maîtres mots, ça a été dit, l'audace c'est important, la confiance en soi c'est aussi important, et surtout laisser de côté les préjugés. Bien évidemment, nos parcours sont truffés d'embûches, bien évidemment les a priori, les colibés, ah ben oui mais tu as réussi parce que bien sûr j'ai eu le droit à ça, ah mais oui mais tu as réussi parce que tu as un quota. Donc au terme des quotas, il fallait une femme et donc c'est pour ça que tu as été retenue. Fort heureusement, je n'étais pas la seule candidate, il y avait plusieurs candidates, des candidates extrêmement brillantes, tout autant que moi. Donc c'est bien la démonstration qu'on a notre place et qu'on peut y arriver à gravir. Et puis l'évolution, le parcours que Christine fait aujourd'hui en est encore une très belle démonstration. Merci beaucoup. Donc on se réjouit d'avoir une première femme membre du directoire Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Alors moi j'aimerais bien, Virginie, que vous
Vous expliquiez ce que fait la Caisse d'épargne au quotidien pour aider les femmes qui ont un projet entrepreneurial, qui n'osent pas forcément se lancer, qui viennent cogner à votre porte. Qu'est-ce que vous leur proposez? Vous m'avez parlé de néo-business, mais je pense que vous allez nous en dire un petit peu plus ce matin. Alors, je vais recommencer un peu, avant d'arriver sur néo-business, je vais reprendre un peu l'histoire. Alors bien évidemment, vous savez qu'on a fêté nos 200 ans, donc je ne vais pas vous faire un historique sur 200 ans. On m'a dit que j'avais à peu près 5-10 minutes, donc 200 ans, 5-10 minutes, c'est un peu court. Moi, je veux juste rappeler que la vocation première des caisses d'épargne, d'abord, c'est d'être utile, hein, c'est notre message, d'être utile à tous les porteurs de projets. Et que cette vocation-là, ça veut dire qu'on est là pour accompagner tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui veulent entreprendre. Alors quand je dis ça, en quoi le rapport avec vous, mesdames, qui êtes présentes dans la salle? Eh bien, le rapport est que depuis quelques années, à peu près 6-7 ans maintenant, on a choisi de s'engager plus particulièrement au profit de l'entrepreneuriat au féminin. Alors quand je dis ça, pourquoi on a fait ce choix-là? Je vais prendre quelques chiffres, hein, si vous me le permettez. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on recense à peu près 30% de création de reprises d'entreprises qui sont à l'initiative de femmes. 30% sur un marché, c'est quand même assez important, un tiers. Le deuxième chiffre, c'est que plus de la moitié des femmes de moins de 30 ans ont aujourd'hui envisagent et vont parfois même jusqu'au bout de leur projet de créer leur entreprise. Et quand on est une banque qui se veut utile à l'économie, qui se veut utile aux porteurs de projets, bien évidemment, cette population-là nous intéresse et bien évidemment, on se doit d'être à leur côté et on se doit de les accompagner. Donc ces 50% de femmes qui aujourd'hui ont des idées, ont des projets, eh bien nous, on souhaite pouvoir les accompagner et faciliter, je dirais, le développement de ce projet. Et la troisième raison, c'est bien évidemment un peu plus, je dirais, plus national. Vous savez que les pouvoirs publics ont la volonté de pousser l'entrepreneuriat au féminin, ce n'est pas toujours visible. C'est souvent, je dirais, détourné au profit de quotas, hein, je reprends ces termes. C'est un peu malheureux. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en 2014, on a souhaité s'engager également avec les pouvoirs publics dans cet accompagnement, dans cette volonté d'accompagner les entreprises, et qu'on a signé un accord cadre. Cet accord cadre est arrivé à échéance l'année dernière, nous l'avons renouvelé pour une période de 3 ans. Et cet accord prévoit quoi concrètement? Il prévoit des plans d'action, hein, bien évidemment, régionaux, assortis d'indicateurs, assortis d'objectifs. Il prévoit également de développer des outils financiers adaptés. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'il prévoit des actions de valorisation de l'entrepreneuriat au féminin par de la sensibilisation, par de la formation et par de la communication. Alors, ces actions, on les déploie ici en Languedoc-Roussillon. Nous sommes d'ailleurs en train de finaliser un plan d'action concret avec la Caisse des dépôts et des consignations. Ces actions, elles se matérialisent également par des partenariats que nous avons noués avec des réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, des réseaux comme Génération Start-upeuse, comme Action L, ou plus localement, hein, pour ceux qui le connaissent, l'association L, Association Femmes Chefs d'entreprise, je crois présidée par Caroline Bouvier. Et puis, quelques exemples hein, de nos actions pour valoriser l'entrepreneuriat. Alors, il y a cette manifestation, qui en est déjà un. Nous participons au trophée Femmes de l'économie, qui récompense les femmes au parcours d'exception. Et vous verrez que nous aurons le témoignage, alors si notre deuxième personne arrive, mais en tout cas, Françoise fera le témoignage d'un parcours d'exception et pas toujours simple. Elle nous racontera ça. Il y a le prix Rose, hein, également, le prix Rose de l'entrepreneuse, qui est organisé par Rose Magazine. Donc vous voyez, on essaye, je dirais, concrètement, au travers des partenariats qu'on a noués avec des réseaux féminins, de promouvoir, de valoriser l'image de la femme entrepreneuse. Et puis un dernier mot, et là j'en viens effectivement à notre dispositif néo-business, on va mettre une illustration encore plus concrète de ce qui peut être fait. Les caisses d'épargne ont déployé un dispositif néo-business. Alors, juste quelques mots pour parler de néo-business. Néo-business, c'est un label que nous octroyons aux entreprises, aux porteurs de projets, que ce soit des start-up ou des entreprises innovantes.
Ce dispositif n'est pas uniquement un dispositif assis sur un financement bancaire. Alors bien évidemment, le financement fait partie du dispositif, mais c'est avant tout pour nous l'engagement de promouvoir les projets et de faciliter l'accélération du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous considérons que nous sommes un acteur important dans l'écosystème dans lequel nous évoluons. Nous considérons que nous avons des clés pour pouvoir faciliter les mises en relation avec un certain nombre de partenaires. Et donc notre engagement, c'est de faciliter la mise en relation avec des partenaires potentiels, avec des gens qui vont quelque part aider plus rapidement ces porteurs de projets à aller jusqu'au bout de leur projet, à le mener à bien et puis à faire en sorte que ça se développe, je dirais, que ça se développe de façon profitable et rentable. Alors pourquoi je vous parle de néo-business? Parce que là, j'ai un message à faire passer, bien évidemment, qui n'est pas un message bancaire, mais qui est un message d'espoir pour vous, mesdames. Ce dispositif néo-business, on l'a lancé il y a à peu près 1 an. Et bien évidemment, alors je n'ai pas le volume de dossiers qu'on a pu étudier, hein, une 50aine sans doute, mais sur tous les projets, nous en avons labellisé 15. Et sur ces 15 projets, nous avons labellisé 3 projets portés par des femmes d'entreprise. Alors vous allez me dire, ouais, 25%, c'est quand même pas top quand on se veut être à la promotion des femmes d'entreprise. Alors ça, c'est une première clé de lecture. Moi, je vais vous apporter une deuxième clé de lecture, et c'est celle-ci que j'aimerais que vous reteniez. C'est que 50 dossiers, une cinquantaine de dossiers regardés, étudiés, analysés, hein. Il faut savoir qu'on les regarde au travers d'un comité, que nous sommes plusieurs à, je dirais, à valider les projets qui nous sont présentés. Donc, bien évidemment, 100% des projets présentés ne sont pas labellisés. En revanche, 100% des projets présentés par des femmes ont été labellisés. Et pourquoi ils ont été labellisés? Parce que nous, ce qu'on a dénoté dans les projets qui nous ont été présentés, c'est une très grande maturité professionnelle des femmes qui nous ont présenté, une force de conviction et d'envie d'aboutir sur ces dossiers qui nous ont vraiment convaincus qu'il y avait un petit truc en plus par rapport à des hommes, excusez-moi messieurs, qui portaient ces mêmes projets. Donc c'est un peu le message que je veux passer, et Françoise le témoignera également. C'est que véritablement, voilà, il faut que l'on fasse preuve d'audace, ce que vous faites déjà pour la plupart d'entre vous. Il faut que l'on gagne en confiance. Et sachez que nous, on est là pour pousser un peu plus, pour vous mettre, je dirais, en situation de succès, et pas uniquement au travers d'un financement. Alors, Françoise, elle décrira beaucoup mieux que moi son activité, parce que c'est quelque chose... Enfin, moi, j'étais assez bluffée par ce qu'elle fait. Je trouvais ça assez exceptionnel. C'est vraiment une femme d'exception, parce que le parcours dans lequel elle a évolué, hein, c'est un parcours dans la recherche et le développement dans la santé. Alors, je vais vous dire, les femmes en général sur ce domaine-là, bon, voilà. Et elle nous a présenté un truc où très honnêtement, au bout de 5 minutes, on était tous convaincus, quoi. Convaincus par elle et convaincus par son projet, mais je pense que c'est elle qui en parlera mieux que moi. Alors, merci beaucoup, déjà, Virginie, de nous avoir présenté tout l'accompagnement que peut faire au quotidien Caisse d'Épargne, et de ce message vraiment extrêmement positif sur les possibilités qu'ont les femmes d'entreprendre aujourd'hui. Alors, on va accueillir Sarah, qui nous a rejoint. Sarah Esther, parce que nous sommes 4 femmes aujourd'hui. Je tiens à m'excuser, il y avait beaucoup d'embouteillages. Voilà, j'ai eu du mal à arriver jusqu'ici. Vous êtes tout excusés, l'essentiel c'est que vous soyez là. Et nous avons à cette table deux entrepreneurs au parcours totalement différents, mais qui, justement parce que les parcours sont différents, sont enrichissants et porteurs de messages. Sarah, je vous crois chaud du coup, mais je crois que vous faites ça depuis, vous avez 18 ans, c'est ce que vous m'avez raconté. Alors oui, effectivement, en ce moment j'ai 18 ans, ça se voit. Voilà, depuis que vous avez 18 ans, oui, c'est ça, vous n'avez plus 18 ans, mais en tous les cas, vous avez l'ADN de l'entrepreneuriat dans la peau, en tous les cas, c'est ce que vous m'avez dit quand on s'est parlé, et vous avez un parcours où vous n'avez eu de cesse justement d'entreprendre. Vous avez osé à chaque fois, et là vous en êtes à votre 5e création d'entreprise avec Jaya Code. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ce que vous m'avez raconté, je vous propose de l'expliquer un petit peu, parce que Sarah est la preuve même que c'est en osant créer, en tous les cas
poursuivant ces projets, qu'on arrive à accomplir ses idées, ses ambitions, et qu'on peut recommencer sans cesse. L'essentiel, c'est le projet, l'envie, et d'avoir le courage de le faire, en fait. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est actuellement ma 5e boîte. Alors, quand j'ai commencé, on n'appelait pas ça des startups, puisque c'était en 98. Et c'est vrai qu'en 98, quand on entreprenait, on passait un petit peu pour des fous. Puisque la plupart des gens préféraient rester dans une situation, on va dire, en mode sécurité, avec un boulot où on est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois. Et donc quand on entreprenait il y a une vingtaine d'années, on paraissait un petit peu dingue, parce qu'effectivement, quand on entreprend, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Et on n'a jamais généralement de visibilité à plus de 6 mois, finalement. Vous n'avez pas de visibilité à plus de 6 mois. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est quand même beaucoup de surprises, bonnes et mauvaises, tous les jours, on va dire. Et il peut arriver énormément de choses dans la vie d'une entreprise qui font que, en tout cas dans le mode start-up, on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver. D'accord. Mais donc, vous en êtes à votre 5e entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à créer à chaque fois un nouveau projet? Je pense que c'est le côté aventure de l'entrepreneuriat qui me plaît. J'aime pas être dans un train-train quotidien toujours. J'aime pas faire la même chose tous les jours. Et effectivement, avec l'entrepreneuriat, c'est l'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Vous avez toujours travaillé dans l'informatique? Oui, plus ou moins, on va dire. Là. Donc, Jaya Code, vous l'avez créé quand maintenant? Jaya Code a 1 an, au mois de septembre, donc un petit peu plus maintenant. C'est un projet en fait qui est né d'une rencontre sur une de mes précédentes entreprises qui s'appelait Dehors les Petits, où j'avais contacté une personne qui était une business angel en fait, et je lui avais demandé de m'accompagner, de me donner des conseils pour ma start-up. Et puis là, finalement, quelques années après, elle m'a recontacté l'été passé en me disant écoute, j'ai un super projet, est-ce que ça te tente de venir diriger cette boîte et de faire l'aventure avec nous? Et donc j'ai dit oui. C'est pas étonnant. Faut pas me tenter, effectivement. Donc quand on a discuté ensemble, vous m'avez évoqué quelque chose qui est extrêmement important pour vous, mesdames, qui êtes ici, c'est l'accompagnement et le réseau. Il ne faut pas penser qu'on n'y arrivera pas parce qu'on est seul. Il suffit de rencontrer et d'aller dans les réseaux pour s'apercevoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut être accompagné, qu'on peut trouver des mentors qui vont vous donner les clés d'avancer. Alors vous, est-ce que vous avez utilisé justement ces réseaux ? Oui, effectivement, et je pense que de nos jours, on a de plus en plus de réseaux qui existent et de plus en plus de personnes qui sont à même d'accompagner en fait, les chefs d'entreprise dans leur aventure. Donc il ne faut pas hésiter surtout à solliciter des réseaux ou même solliciter des personnes, c'est-à-dire tout simplement même aller sur LinkedIn, trouver des entrepreneurs qui travaillent dans notre domaine et les contacter en leur demandant est-ce que ça vous intéresserait de me donner des conseils. Il y a aussi effectivement tout plein de réseaux qui existent comme les incubateurs, les chambres de commerce et d'industrie qu'on peut aller voir pour avoir des conseils et surtout pas être seul et surtout pas réfléchir tout seul. Vous-même, vous avez été... Vous avez connecté des réseaux, vous êtes allé dans un incubateur? Oui, alors par exemple, là, pour Jaya Code, on est incubé à Cap-Oméguin, donc avec le BIC, Montpellier, l'agglomération. Et puis on est aussi accompagné par différents entrepreneurs qui nous donnent leurs conseils de façon tout à fait bénévole, qui sont dans notre domaine et qui apportent en fait leur regard extérieur sur ce qu'on fait au jour le jour. Et souvent on a la tête dans le guidon quand on est un entrepreneur, donc c'est bien d'avoir des gens qui vous relèvent la tête et qui vous disent attention, là peut-être que tu pars un petit peu dans une impasse et qui vous mettent des alertes finalement. Ça, c'est intéressant à transmettre comme message parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui ont envie d'aider justement les autres, ceux qui démarrent, et transmettre leur expérience. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller cogner aux portes pour demander de l'aide, tout simplement. Alors souvent, déjà, des fois, dans la vie normale, on a du mal. Mais alors, quand on a un projet entrepreneurial, qu'on est une femme, ça peut paraître d'autant plus difficile alors que ça ne l'est pas. Vous, quels seraient les conseils justement, parce que quand on a ça dans le sang, en réalité, c'est que souvent on a peur de rien. Et puis vous m'avez dit, moi c'est ma liberté, j'ai toujours besoin que ça bouge, mais tout le monde n'est pas comme vous.
Alors pour celles qui hésitent encore, qui ont des doutes, quel serait le conseil que vous pourriez donner? Je pense que le conseil que je peux donner, c'est oser, tout simplement. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on risque? Moi, c'est toujours ce que je me dis quand je vais contacter des personnes ou que j'ai envie de discuter avec des gens. Je me dis, finalement, qu'est-ce que je risque? Au pire, on va me dire, oh, j'ai pas envie de parler avec toi, mais c'est pas grave, tourne la page. Mais ça n'arrive en plus pratiquement jamais parce que les gens, en fait, sont super sympas et ont envie de participer aussi quelque part à une aventure. Et je le disais d'ailleurs, souvent, moi quand je cherche des mentors sur LinkedIn, c'est des gens qui ont réussi leur carrière pro, qui sont plutôt salariés ou entrepreneurs, on va dire aguerris, qui ont réussi. Et c'est pas qu'ils s'ennuient, mais si on leur apporte un petit challenge comme ça, quand même ça leur donne une petite étincelle de plus. Et donc ils sont généralement OK pour passer une demi-heure au téléphone ou une heure tous les 15 jours ou une fois par mois. Voilà, donc il faut oser, il ne faut pas hésiter. En fait, tout simplement, la méthode la plus simple, c'est aller sur LinkedIn, repérer les gens, les demander en contact et puis leur envoyer un message en leur disant, voilà, en leur expliquant la situation. Et puis généralement, on a des retours. Faut essayer d'aller contacter une dizaine de personnes pour avoir peut-être 4-5 retours. Mais, aujourd'hui, ça fait donc 1 an que vous avez créé Jaya Code. Dans les étapes entrepreneuriales, parce que vous les connaissez, alors il y a la première année bien sûr, mais il y a aussi le cap des 3 ans. Alors vous n'y êtes pas encore, mais vous l'avez sans doute connu. Il y a des conseils aussi à donner, parce que parfois on peut se décourager. Alors on en parlera tout à l'heure avec Françoise, qui a un autre parcours. Mais quel est le conseil justement à transmettre dans cette avancée entrepreneuriale où il y a quand même plusieurs étapes et on sait que les 3 ans sont quand même les plus importants en fait si on veut pérenniser l'entreprise? Alors moi je dis toujours qu'un entrepreneur, en fait, il a 3 ressources super importantes, c'est le temps, l'énergie et l'argent. Donc il faut être très avare de ces 3 ressources et bien faire attention en fait comment on arbitre ces 3 ressources. Donc c'est pas évident. Et j'ai envie de dire que quand vous créez un produit ou un service, la première chose à faire, c'est d'aller à la rencontre des potentiels clients que vous pourrez avoir et leur exposer votre idée et voir ce qu'eux en pensent finalement. Il ne faut surtout pas rester très longtemps juste avec sa propre idée qu'on a eue sous la douche. Parce que même si on est son propre consommateur de son propre produit, on peut se tromper. Donc je pense que si vous créez un produit ou un service, n'hésitez pas à aller chercher une vingtaine, trentaine de personnes, alors pas forcément dans votre entourage, parce que les gens de votre entourage vont avoir un petit peu tendance à aller dans votre sens, parce qu'ils voudront vous faire plaisir et pas vous décourager, mais n'hésitez pas, il faut aller voir des inconnus, leur parler de ce que vous voulez faire, leur poser des questions. Il y a une très bonne méthode qui s'appelle le Running Lean. N'hésitez pas à lire ce bouquin et qui vous explique comment justement aller à la rencontre des gens et discuter avec eux pour affiner votre produit et votre service et être sûr que quand vous allez le développer, vous n'allez pas partir dans tous les sens et proposer une solution dont finalement personne ne va vouloir. Très bien, merci beaucoup. Donc le message aussi, c'est d'avoir le soutien de sa famille, mais peut-être pas forcément les conseils. J'ai souvent entendu ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, alors moi je suis une maman, j'ai 2 enfants qui ont 10 et 14 ans, d'ailleurs demain 11 et 14 ans. Et donc ma première boîte, j'ai créé mes premières boîtes avant même d'avoir mon fils qui a 14 ans. Donc il a connu la maman entrepreneur toute sa vie. Ils en ont pâti un petit peu, donc je pense que c'est important de segmenter. Et autant, je pense que c'est très enrichissant pour eux d'avoir une maman ou un papa qui entreprend, parce que ça leur donne envie aussi, ça leur montre qu'ils ont la possibilité de faire plein de choses dans la vie et pas seulement de rester dans un mode comme tout le monde en étant salarié. Mais il faut compartimenter, il faut quand même essayer de laisser la boîte dehors quand on rentre à la maison pour s'occuper de ses loulous. Message très important aussi, on peut être femme entrepreneur et mère de famille épanouie. Oui, par contre, c'est super sport. Ah bah voilà, c'est ça. Très bien. Mais c'est faisable. Merci beaucoup Sarah. On va donner la parole à Françoise. Françoise Caillé, vous présidez Surgimab, qui est un laboratoire qui est en train qui a mis au point, mais je crois que vous allez rentrer dans les périodes, la phase d'essai. Alors que je ne me trompe pas, c'est un petit peu
plus technique. Donc vous développez des molécules fluorescentes permettant aux chirurgiens-oncologues de visualiser en temps réel des microtumeurs que souvent on ne voit pas à l'œil nu. Donc ça, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, parce que les femmes dans la recherche, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc vous êtes exemple même, mais vous allez voir, le parcours de Françoise, il est étonnant parce que vous démarrez... Voilà, vous êtes dans la recherche, vous avez même fait un doctorat à Montréal, vous avez voyagé, vous avez fait plusieurs entreprises, et puis un jour vous acceptez ce challenge qui est de présider Surgimap. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours et comment au gré des rencontres on peut justement accepter un vrai challenge et se dire allez hop, j'y vais, qu'est-ce que je risque après tout? C'est exactement ça. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, alors d'abord, on est quand même quelques femmes et il y en a au moins une ici dans le domaine de la R&D pharmaceutique, qui est un domaine assez particulier, qui est assez particulier, que vous parliez de la période des 3 ans. Pour nous, elle n'existe pas. Moi, j'ai créé la société en 2011 et depuis 2011, je dépense l'argent de mes actionnaires et j'en ai pas encore gagné. Donc il faut trouver les actionnaires qui sont prêts à accepter ça, certes. Après mon parcours et les raisons de cette création, j'ai suivi un parcours somme toute assez classique sur ses débuts. J'ai fini ma thèse à Montréal, je suis rentrée, j'ai enclenché dans un laboratoire de recherche fondamentale. C'était pas franchement mon truc parce que la recherche fondamentale c'est du long terme et pour moi beaucoup trop abstrait. Donc j'avais vraiment envie de concret, de faire quelque chose qui serve à aider les patients, qui ait une action visible. Donc j'ai rejoint une première start-up sur Paris à l'époque, donc ça c'est 99, donc c'était pas ma boîte. J'ai rejoint une équipe de R&D. Mon fils était tout petit, c'était voilà. Et puis au gré, les startups souvent, c'est des boîtes qui n'ont pas forcément une durée de vie extrêmement longue. Il y a des succès, il y a des échecs aussi. Donc quand la boîte coule, on change de société, on rebondit. C'est aussi beaucoup de moments, je pense que j'ai dû travailler dans 4-5 startups de biotech, les unes après les autres. Il ne faut pas voir ça comme des échecs, chaque fin est un nouveau début aussi pour les gens qui participent, pour les gens de l'équipe, et un moment où on peut se remettre en question, se dire, revenir sur son parcours, se demander si c'est vraiment ce qu'on veut faire, si on veut vraiment continuer dans cette voie. Chaque fois que j'ai rebondi, j'ai un petit peu changé, j'ai quitté le laboratoire et la R&D pour partir sur des fonctions qui étaient plus exécutives, parce que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. Pour diverses raisons, notamment des raisons familiales, j'ai atterri à Montpellier un beau jour. Donc j'ai quitté le job que j'avais dans une bibliothèque parisienne à l'époque. Ça correspondait à la naissance de ma fille. Donc voilà, c'est tout des moments de vie, des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, qu'on provoque un petit peu aussi peut-être parce qu'on est à ces moments de vie. Et j'ai rencontré des gens ici. Je suis venue pour postuler. Franchement, j'ai postulé à Montpellier pour un poste à transfert LR à l'époque, que je n'ai pas eu, mais qui m'a permis de rencontrer les cofondateurs de la société donc, que j'ai créée sur Montpellier, qui sont un chercheur de l'INSERM et un chirurgien de Val d'Orel, du centre anti-cancer. Et on m'a proposé de m'atteler à ce projet. Je ne connaissais pas franchement le domaine. Au début, j'avais la sécurité d'être recrutée sur un contrat de recherche qui sont des contrats classiques en recherche fondamentale, où on m'a dit, écoute, il y a matière à créer une société derrière, est-ce que ça vous intéresse? J'ai réfléchi un petit peu, j'en ai parlé effectivement à mon mari, j'avais 2 enfants jeunes et très jeunes, et il m'a dit, vas-y, fonce, fais-le puisque tu as envie de le faire. J'ai travaillé pendant 2 ans, donc on travaillait beaucoup à l'époque sur le projet de R&D et en parallèle il fallait chercher de l'argent. J'avais jamais fait ça, donc je suis partie avec ma petite valise et je suis allée frapper à la porte des capitaux risqueurs parisiens où ils m'ont regardée comme une martienne parce que oui j'étais une femme, oui j'étais relativement jeune, non je ne connaissais pas du tout le domaine, donc j'arrivais avec tout mon bon sens et mes connaissances scientifiques en gros. Et j'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé des tas de gens qui m'ont dit votre projet est fabuleux, on vous donnera de l'argent si vous trouvez quelqu'un qui en met avant nous. Donc en gros on fera les suiveurs, que quelqu'un prenne le risque et on fera les suiveurs. Donc au bout de 2 ans, le contrat de recherche étant terminé, j'ai dit bon ben voilà, on n'a pas trouvé, etc.
J'avais quand même monté des réseaux, monté des choses, mis en place, rencontré beaucoup de gens et j'avais pas envie de perdre en fait le fruit de travail de ces 2 années. Ceci dit, à un moment, on a une famille, il faut bouger aussi. Donc j'ai pris un job dans une autre boîte de biotech. Il y a beaucoup de R&D sur Montpellier en fait et pas mal de boîtes de biotech. Donc j'ai eu la chance de trouver à ce moment-là un job de salarié dans une boîte de biotech. Et je me suis gardé du temps, une demi-journée, une journée par semaine pour continuer à essayer de faire fonctionner mes réseaux et à trouver de l'argent. Et j'ai fini au bout de 2 ans encore à trouver des investisseurs complètement atypiques qui ne sont pas du tout des capitaux risqueurs, qui m'ont dit ok, on vous suit. Et ils m'ont dit cette chose intéressante, on a fini par créer sur Gimab en 2011. Et ces gens qui nous suivent depuis, qui sont juste, alors on peut dire des business angels, mais c'est plus des family office, des gens, des business angels, mais avec des poches très 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 profondes, mais qui m'ont dit cette chose, mais qui investissent leur argent, à la différence des VC ou des banques, et qui m'ont dit on n'a pas investi dans le projet, on a investi dans l'équipe. Donc voilà, je dis ça pour souligner l'importance de ce que vous faites vous, de l'énergie que vous y mettez, du message que vous faites passer. C'est évidemment le projet, si le projet était mauvais, les gens n'auraient pas investi. Mais un bon projet avec les mauvaises personnes, ils n'investiront pas non plus. Donc il faut y aller vous, et il faut que vous ayez une équipe sur laquelle vous puissiez vous reposer. Des gens à qui vous avez confiance, même si on ne monte pas une société en étant 15 dès le départ, hein, une équipe ça peut être 2 personnes. Mais ne restez pas seul et partez avec des gens en qui vous avez confiance et qui portent le même message dans le même sens que vous. Donc y croire, avoir confiance en son projet, avoir confiance en soi. Et quelque chose m'a beaucoup intéressée quand on a échangé toutes les deux, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est-à-dire que, en plus là vous venez bien de me raconter, hein, quand vous partez avec votre petite valise et qui sait d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle veut. Et non, on y retourne. Et puis, même au travers de votre parcours, parfois il y a eu des échecs. Et alors, c'est vrai qu'en France, on a la culture de l'échec, on voit ça comme un drame, alors qu'en fait, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, on tombe, on se relève, ça continue. Et au contraire, l'échec est très utile pour avancer. Sans l'échec, on n'avance pas et au final, on ne crée pas le bon projet. L'échec est formateur, on apprend de ses erreurs. Alors c'est des très jolies phrases qu'on entend tout le temps, qu'on vit tout le temps. Puis dès qu'il s'agit de se lancer, on dit c'est comme un vélo, hein. On dit zut, je vais m'écorcher le genou, j'ai pas trop envie, ça fait mal quand même. Une fois qu'on est tombé une fois, on se rend compte que c'est pas si grave, franchement. Et puis il y a la façon de tomber. Si on tombe en... Il y a l'investissement en France, alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Sarah, on a besoin d'argent, on a besoin de temps et d'énergie. Alors l'énergie, beaucoup, et bon, après, il y a des jours on en a, il y a des jours on en a un peu moins, puis on la retrouve comme par miracle le lendemain matin. L'argent, alors particulièrement en biotech, ou comme je vous le disais, moi ça fait depuis 2011, je dépense et pour l'instant on ne gagne rien. Alors mes investisseurs ne sont pas non plus des fous furieux qui distribuent et qui jettent leur argent par les fenêtres, ils espèrent bien récupérer un jour. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez, on est en train de préparer un essai de phase 3, un essai clinique de phase 3 aux États-Unis et en Europe. Donc si tout va bien, ils devraient rentrer dans leur fonds un beau jour, mais c'est long, c'est des projets à long terme. Ça peut faire peur aussi. On se dit, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être profitable, etc. C'est pas grave. Après tout, la question principale, c'est qu'est-ce que je risque aujourd'hui si demain je me casse la figure, qu'est-ce que je risque? Un coup à mon ego, c'est pas très grave, il en a vu d'autres. Et puis après, voilà, on recommencera autre chose et on repartira. Et bon, effectivement, je pense que le soutien de sa famille, de ses enfants est important. Les enfants, ils sont très heureux de voir qu'on est enthousiaste, qu'il y a des succès. Enfin voilà, il s'agit de partager, de compartimenter, mais de partager un peu avec eux ce qu'on fait aussi, pourquoi on n'est pas là, pourquoi on rentre tard et pourquoi on est content aujourd'hui et pourquoi on tire la tête le lendemain matin. Voilà, c'est pas si simple. J'ai coutume de dire que effectivement, j'avais 0 formation de business, 0. Je sortais de chez les capitaux risqueurs parisiens, c'est limite si je comprenais ce qu'il m'avait dit. Il y en a, qu'est-ce qu'il m'a dit il y en a un qui m'a regardé un jour, je démarrais à peine, qui m'a dit le break-even c'est quand? 2 ans. Je suis repartie.
de toute façon, c'était pas crédible. De toute façon, le projet tel que je le présentais il y a 10 ans, il n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. On m'a recruté en me disant, on a fait une levée de fonds de 750 000 €, venez avec ça, on va produire le produit, on va démarrer les essais cliniques. Voilà, aujourd'hui, on a levé 15 millions et les essais ne sont pas finis. D'accord. Et je pense qu'il faut un peu de cette folie pour se lancer et dire, ben, c'est pas grave, je sais pas comment on fait, c'est pas grave, j'apprendrai au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit en termes scientifiques ou en termes business. Après, c'est du bon sens, quoi. C'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit une chose très simple, il faut arrêter de réfléchir. Voilà, il faut y aller, et à un moment donné, quand on est sûr de son projet, ce qu'on fait, il faut arrêter de se poser des tas de questions. Et puis quelque chose d'extrêmement important, arrêter de penser, en tous les cas je parle pour nous les femmes, qu'on n'est pas capable. Parce qu'on nous l'a souvent répété inconsciemment, tout ça c'est de la culture inconsciente, hein, comme je dis, on a un poids, là, un sac à dos sur les épaules dont il faut se laisser. Mais tous, comme hommes, comme femmes, on nous a souvent répété que les métiers d'ingénierie c'était pas pour nous, enfin plein de choses comme ça, qui sont restés bloqués, et du coup, parfois, on se pose des questions qu'aucun homme dans la salle ne se poserait. Et ça, je crois que c'est le message à faire passer aussi. Arrêtez de réfléchir et de se poser des questions qu'on ne devrait pas se poser. Donc aujourd'hui, vous allez être dans la phase quand même, la phase 3, hein, la phase où les essais sur les patients vont pouvoir se faire. Donc c'est aussi un bel exemple puisque avec toutes les embûches et tous les... c'est pas simple, on y arrive quand même. On finit par y arriver, il faut être complètement dingue, je pense. Hein. Franchement, mais sinon, c'est pas intéressant. Il faut y croire, il faut pas partir non plus, faire n'importe quoi, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Il faut réfléchir à son projet, le monter, il faut bien le penser. Après, c'est des histoires de caractère aussi. Je rends mon mari complètement dingue parce que chaque fois qu'il me parle d'un projet, je lui dis alors les problèmes, ça va être ça, 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 ça et ça. Lui me regarde en me disant bon, ben, laisse tomber, c'est pas la peine. Et moi, je lui dis mais non, maintenant j'ai listé les problèmes potentiels, ben, on y va, on va juste les faire tomber les uns après les autres. Après, je sais pas si c'est ce que vous avez vécu, mais je pense qu'on est toutes passées par là. Voilà, il faut pas se voiler la face. Il ne faut pas avoir peur, et effectivement. Et puis si on n'a pas la solution tout de suite, la solution, on la trouvera. Et après, je rejoins ce que dit Sarah, les solutions, ça se trouve aussi sur l'extérieur. N'hésitez pas à demander, à aller voir les gens, à aller leur demander comment ils ont fait. C'est quelque chose que moi j'ai fait, j'ai pratiqué, que je pratique dans les deux sens. Hein. J'ai encore besoin de conseils sur la façon dont aller chercher des clients, dont présenter un marché à des nouveaux investisseurs. Je n'ai pas fait. Je demande qui l'a fait, j'essaye d'aller voir. Et après, je pense que des gens comme Sarah, comme Karine qui est dans la salle, etc., quand on nous demande de l'aide, que ce soit un porteur de projet, un réseau, des étudiants, les facs, on intervient souvent en master ou auprès des étudiants. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire. Je veux dire, c'est suffisamment exaltant d'avoir monté ces boîtes. On a envie de partager ça aussi et de donner un peu cette énergie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, de nombreuses vidéos sur l'entrepreneuriat à différents sujets et beaucoup de bouquins. Et moi, je passe vraiment beaucoup de temps à continuer à apprendre